Bonjour, moi c'est Audrey. Bonjour, moi c'est Laure. Combien de fois avez-vous pensé « j'en ai marre de mon job » ? Combien de fois l'avez-vous dit ? Nous, on l'a entendu plein de fois. Ce qu'on vous propose, c'est d'écouter ces personnes qui ont franchi le cap, celles et ceux qui ont entamé une reconversion professionnelle. Pourquoi ? Comment ? Combien ? C'est ce qu'on a voulu savoir. Ici, vous entendrez des histoires de reconversion. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Luc. À 26 ans, 28, 30 et 33 ans, j'ai décidé de changer d'orientation professionnelle. Avant, j'étais monoactif. Maintenant, je suis entrepreneur pluriactif. Bonjour Luc, on est très heureuse de t'accueillir dans notre podcast J'en ai marre, histoire de reconversion. Bonjour Audrey. Bonjour Laure. Merci de m'accueillir. Très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Pour commencer, si on remonte un petit peu le temps, quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais petit ? Je me voyais pas forcément pompier ou quoi que ce soit. Mais je me souviens que j'aimais beaucoup les avions. Déjà en Lego, je les aimais bien. Et en voyage, mais je pense que mon premier voyage devait avoir 10 ans, mon premier voyage en avion. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup attiré, l'aviation. Pas tant pour les piloter, mais pour transporter des personnes. En plus le voyage. Ouais, le voyage et l'avion étant un moyen de voyage pour aller très loin et voir des personnes très différentes. Et étant aussi, alors là c'est l'ingénieur qui va vous parler, un beau bijou technologique. C'est quelque chose qui me fascinait beaucoup. Comment on arrive à faire voler des gens, alors qu'on a quand même des terriens quelque part. Comment est-ce qu'on peut flotter dans le ciel comme ça ? Mais tu avais des personnes qui t'avaient inspiré dans ton entourage, qui étaient dans le monde du voyage ou qui voyageaient, qui te racontaient leur voyage et toi tu te projetais là-dedans ou c'est vraiment toi, ton goût pour le voyage ? J'ai pas de personne en particulier. Oui. Je pense que c'est le goût du voyage et de découvrir d'autres personnes et d'autres cultures. Oui. Ouais, donc après on avance dans le temps, arrive le lycée. Comment est-ce que tu choisis ton orientation ? Ah, ça c'est une très très belle question. C'est une très belle question parce que ça a été un grand moment où j'ai eu très peur qu'on choisisse l'orientation à ma place. Et donc j'avais la chance d'être assez bon en maths et en physique. Donc on me disait, va faire la voie royale. Donc il y a quand même des guillemets, on le voit pas au micro, mais quand même des guillemets, va faire la voie royale, va faire une prépa et une école d'ingénieur. Et même si je pense que j'étais assez attiré par l'ingénierie et par l'aviation, quelque part, certainement par esprit de contradiction, je me disais, mais en fait c'est pas à vous de décider, c'est à moi de décider. En fait, j'en savais rien. Et je me suis posé la question au lycée de me dire, mais et pourquoi pas en fait travailler dans la vigne ? Moi, j'aime beaucoup la nature. Alors, je picolais pas du vin à cette époque-là, un petit peu, mais pas trop, avec modération, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup. J'ai toujours eu beaucoup de fourchettes et assez gourmand. Et j'aime beaucoup tout ce qui est autour de la table et de la cordialité, les moments qu'on passe autour de la table en famille ou entre amis. Et alors, je viens d'une grande famille et du coup j'ai toujours le souvenir de la grande tablée ou des événements de famille à grande tablée que je trouvais fabuleux et autour de bons produits dans le vin. Et donc je me disais mais pourquoi pas la vigne et le vin ? Alors, mes parents me regardaient avec des grands yeux en me disant mais attends t'es gentil mon fils mais... Passe ton bac d'abord ? Ouais, c'est même... alors là en l'occurrence c'était et un diplôme et après réfléchis. Donc c'est passe ton bac et va un peu plus loin et un diplôme et après réfléchis. Du coup la vigne c'était un peu le côté esprit de contradiction, c'est ça par rapport à l'ingénierie et... Oui, mais aussi avec cette aspiration goûts, et les goûts, cet attrait. Mais en fait, et c'est ce que je déplore beaucoup aussi, c'est qu'on teste et on n'a aucune idée du monde du travail quand on est lycéen, comme moi quand on est collégien. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est ? On n'en sait rien. Et, je vous disais que j'étais assez insouciant, donc je n'étais pas non plus allé de moi-même à dire, ok, c'est quoi le métier de vigneron ? Qu'est-ce qu'il faut en faire même autour de l'avion, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je savais juste qu'il y avait soit on fabrique des avions, soit on les fait voler et on organise leur vol. Et je savais que je voulais pas trop aller dans l'industrie, ou enfin, en tout cas, la production d'avions. Mais voilà. Et donc, un peu par esprit de contradiction, oui. Je pense qu'il y a une part de moi dans l'enfant de moi qui est comme ça. Et un peu par aussi juste recherche, mais qu'est-ce qui m'attire ? Ah bah tiens, il y a ça que j'aime bien et qui serait sympa. Bon, mais finalement, la voix de la raison et des parents, c'est ça, t'ont rattrapé et tu choisis plutôt les matières scientifiques et l'ingénierie, non ? Ouais, bah là, j'ai quand même fait un pacte en me disant, c'est pas bête ce qu'ils m'ont dit, les parents. Pourquoi pas ? Donc très bien, je vais aller décrocher ce diplôme et après, on verra. Et je pense qu'il y a une deuxième chose qui m'a poussé dans cette voie-là, toujours dans l'esprit de contradiction d'ailleurs, tu verras, c'est que
c'était en 2009, j'ai passé mon bac en 2009, et il y a eu la refonte du système d'admission post-bac avec ce site qui s'appelait Admission Post-bac. Et en l'occurrence, donc j'avais postulé à différentes choses, j'étais pris nulle part. Donc là, j'ai été très vexé. J'étais pourtant, il y avait d'autres gens de ma classe qui avaient été pris ailleurs, j'étais très vexé, hein, je me suis dit, mais non, c'est mort, on m'accepte pas en prépa, on aurait pu se dire, très bien, en fait, c'est pas ta voie, tu réfléchis à autre chose. Je suis pas appris, je suis vexé, en fait, je montrais que je suis capable et que je vais y aller. Et du coup, j'ai fait une tournée des prépas pendant tout l'été, j'avais envoyé des lettres partout, et j'étais allé toquer aux portes pour dire, en fait, si, moi je veux... je veux faire ça, moi je veux souffrir pendant 2 ans. Et alors, souffrir pendant 2 ans, c'était des super années. Oui, c'est vrai. J'ai pas tant souffert, il y a eu des moments difficiles forcément, c'était beaucoup de travail, mais j'ai adoré en particulier parce que en fait j'ai adoré creuser la partie physique en fait, et de pouvoir expliquer ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est la partie ingénieur que j'ai adoré et à laquelle j'ai pu répondre, c'est pouvoir expliquer pourquoi le ciel est bleu, comment l'électricité ça fonctionne, et tout un tas de choses comme ça que j'ai trouvé absolument fascinantes et que je ne regrette pas du tout. Mais donc un peu par contradiction aussi, face à ces refus, je me suis dit, vous allez voir, si. Bon, et finalement, ils ont quand même eu raison de te donner cette seconde chance puisque tu as quand même réussi à intégrer Centrale. Donc, effectivement, donc ça s'est pas fait... ça a été difficile parce que je suis quand même rentré, je me suis pris des sales notes, et j'étais pas bon, mais la directrice qui m'avait pris m'a dit vous avez quand même une qualité de persévérance dont on a besoin quand on est en prépa, donc je vous prends. Hyper bien, effectivement, et j'ai réussi à la fin. Donc ça, je lui en suis très reconnaissant, effectivement. Donc après, tu arrives à Centrale. Ouais. Combien d'années d'études ? 5 en théorie. D'accord. 7 en vrai. 7 ans, je suis pas si bon élève, j'ai redoublé un petit peu par-ci par-là. Ok, 7 ans, ok, donc tu fais ton cursus 7 ans. Qu'est-ce qui se passe pendant ces années d'études ? Est-ce que tu as des idées de métier ? J'imagine que tu dois faire des stages, que tu découvres un peu plus le monde du travail. Est-ce qu'il y a des choses qui t'attirent déjà à ce moment-là ? Absolument. Déjà, première chose intéressante, quand on fait une prépa, c'est quand même une prolongation du lycée. On a des cours, des TD et des TP. Okay. Et arrivé en école, il y a un moment où on se dit, là, ça y est, je vais pouvoir passer à autre chose et approfondir quelque chose et être moins dans le théorique et plus dans le pratique. Sauf qu'arriver dans une école comme celle du groupe Central, c'est 1 an et demi de tronc commun. On continue de faire un mode lycée pour remettre tout le monde à niveau, parce que les étudiants viennent de différentes filières, et donc 1 an et demi où on continue les amphis, les TD et les TP. D'accord. Donc là vraiment, j'en pouvais plus. Vraiment, et donc j'ai redoublé ma première année d'école. Donc toi, ça fait 2 ans et demi de tronc commun. Ouais, vraiment. Mais parce que, en fait, je n'arrivais plus à me mettre devant un poli et à ingurgiter quelque chose. Parce que intense, ça n'avait plus de sens. Oui, et puis la prépa, c'est intense. C'est quand même des années où plein de choses sont mises entre parenthèses pour se dédier juste au travail et être la tête vraiment dans les livres. Donc, je peux comprendre. Et surtout, en fait, aussi, en disant avec comme objectif d'avoir la meilleure école à la fin. C'est vraiment tout ce qu'on regarde, c'est le classement des écoles, laquelle j'aurai, en se disant, mais comme ça, derrière, ça m'ouvrira plein de portes, prestige, machin. Pas d'économie d'effort. Pas d'économie d'effort, mais en fait, après, si on s'économise pas assez, ça c'était une erreur sur ma dernière année, de pas assez prendre de vacances, ce qui fait qu'à la fin, t'es arrivé finalement à Centrale et t'en pouvais plus, quoi. Donc il y avait un peu de ça. Et donc, j'ai beaucoup souffert des cours, mais je me suis éclaté dans le monde associatif, qui était des premières expériences professionnelles de gestion de projet, d'organisation, et en fait, je dis vraiment expérience professionnelle, parce que on travaille en équipe, on gère des budgets, on organise des événements, et donc il y a l'associatif, mais il y a aussi tous les projets personnels, et j'ai commencé à faire un parcours d'entrepreneuriat en école qu'ils ouvraient aux étudiants et que j'ai adoré faire en me disant mais en fait avec les connaissances, avec ce qu'on observe et en étant un peu coaché, on peut se dire mais tiens, est-ce que il n'y a pas une problématique là qu'on pourrait changer et travailler sur un business et une création d'entreprise autour de ça. Et donc c'est là-dessus que je me suis vraiment beaucoup éclaté en école. Donc plus la que dans les petite cours. graine de l'entrepreneur arrive. Oui, exactement. Et alors je ne rêvais pas être entrepreneur quand j'étais petit. Alors, aujourd'hui je suis entrepreneur, effectivement. Mais c'est pas quelque chose que je projetais ou que j'imaginais du tout. On m'aurait pas dit ça. Et quand tu menais ces projets-là pendant ton école,
Est-ce que là, tu te disais, ah bah tiens, être mon propre patron ou lancer des initiatives, c'est comme ça que j'ai envie de travailler, ou tu disais juste, bah non, c'est comme ça, c'est à l'instant T, ça se présente, c'est comme ça que je le vis bien, et puis on verra après, ou j'irai travailler en entreprise, ou... C'est ton premier point. C'est, en fait, j'aime beaucoup décider de ce que je fais, et de où est-ce que je vais faire, et d'être mon propre patron, et de pouvoir m'aligner 100% avec ce que je souhaite. Ce qui peut être assez vertigineux de temps en temps, mais et en l'occurrence, alors tu disais en voyage dans le temps, on me disait tout petit quand j'étais dans le berceau, Luc c'est quelqu'un qui saura ce qu'il veut, donc j'avais pas trop ce problème-là, et j'avais plutôt, sachant ce que je voulais, envie d'y aller tout droit, et d'y aller complètement. Et donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'entrepreneuriat. À l'inverse, à l'opposition des cours où je ne voyais pas où ça menait et à quoi ça allait servir derrière. Et donc je me suis plus en école retrouvé dans cette vie extrascolaire presque, mais c'était quand même un peu intégré, c'était reconnu, ça, on avait une grande chance que ces initiatives-là étaient reconnues par la direction de l'école. Quand tu dis reconnu, c'est-à-dire que ça comptait dans les notes, dans le parcours, dans l'appréciation globale? Oui, ça comptait un peu dans le parcours, et typiquement, on était exempté, c'est presque contradictoire, on était exempté de voyages des 3 mois à l'étranger qu'on demande de faire en école d'ingénieur, parce qu'on est pris par les activités du campus. Okay. Et du coup, j'ai pas voyagé, alors que j'avais choisi Centrale en me disant, mais super, ils ont un réseau d'écoles. Et voilà. Donc ça, c'est un peu contradictoire, mais parce qu'à ce moment-là, je m'étais dit, en fait, j'apprends tellement et je m'éclate tellement là-dedans, le voyage, en fait, je le ferai plus tard. Autant développer ça à fond. Et du coup, passer la période là, avec le tronc commun où t'en pouvais plus, est-ce que c'est devenu quand même un peu plus concret? Est-ce que t'avais une idée de ce que t'allais faire après, ou c'était toujours très vague? Je sais pas exactement quand ça remonte, mais c'est là que l'aviation est revenue, avec... Et peut-être par esprit de contradiction, en fait, la volonté que mon diplôme ait de la vraie valeur. Et du coup, je me suis orienté vers la filière aéronautique de mon école, qui était la plus difficile. Alors que j'avais déjà redoublé ma première année. Oui, mais avec plus de motivation, du coup. Mais avec effectivement, avec la motivation, et en me disant, mais en fait, déjà, il y a cette aviation, et si jamais, parce que ça, je commençais à réfléchir aussi à ça, que j'apprends va aussi me servir si je veux travailler dans l'énergie, qui sont deux secteurs que je trouve assez fascinants d'un point de vue ingénierie. Au final, j'ai pris la filière aviation et je suis allé décrocher un stage qui, je pense, qui était le stage de rêve depuis petit, enfin pas depuis petit, mais en fait depuis mon lycée. En fait, j'ai fait un stage chez Air France KLM, sur la planification réseau. Où est-ce que vont les avions d'Air France? Donc Air France a une flotte d'avions et où est-ce qu'on les envoie? Et à quelle fréquence? Avec beaucoup de sièges business, beaucoup de sièges éco, un peu d'intermédiaires. Et donc c'était tout ce service-là et que je trouvais ça extraordinaire. Donc de se dire, mais en fait, comment on décide? Il y a la planification long terme. Et donc ça a été une superbe découverte de la machine Air France. Le service de planification réseau, avec le long terme, le moyen terme, le court terme. Le long terme, c'est si on regarde les destinations préférées des Français, on va envoyer les avions là. Le moyen terme, c'est au fait, là, il y a les JO, donc il va falloir qu'on renforce un petit peu, accessoirement ici. Et le court terme, c'est en fait, il y a un avion qui est en panne, il faut qu'on trouve d'autres avions. Et c'était une super organisation pour ça. Et est-ce que du coup, ce stage te conforte dans ton idée d'aviation ou pas? Pas du tout, du coup. Ça, c'est rigolo, ça. Et du coup, je suis rentré dans ce stage en me disant, soit ça m'éclate et je continue, génial. Soit, parce que c'est le stage de fin d'études, donc c'est les 6 derniers mois avant d'avoir le diplôme. Et là, la petite voix du lycéen qui revient et qui dit, tu t'es dit, et un diplôme après réfléchi. Soit ça ne me plaît pas, et je prends une année sabbatique, et je vais ne pas utiliser mon diplôme. L'esprit de contradiction, il est toujours là. Je vais ne pas utiliser mon diplôme et aller faire des petits boulots dans l'agriculture, je sais pas, je verrai. Faire autre chose pendant une année. Donc tu avais gardé ce truc des vignes en tête. Vraiment, ça t'a... Ok. C'était un contrat que je m'étais passé avec moi-même, de dire, j'ai mon diplôme. Je pense que mes parents n'ont pas tort en disant ça va te servir toute ta vie. Et après t'explores. Et après, en revanche, une fois que j'ai rempli ce contrat, je ne romps pas mon contrat avec moi-même d'exploration, mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que en fait, c'est moi que ça regarde, et zut. Et donc je pense que là, on peut peut-être aussi expliquer le fait que je suis le dernier d'une famille de 5 enfants, et que je pense qu'il y a des moments où j'avais besoin de m'affirmer aussi. Donc c'est très drôle, le moment où j'ai dit à mes parents, en fait, j'ai arrêté Air France, je prends un billet, j'ai pris un billet pour la Nouvelle-Zélande, un aller simple, je ne sais pas si je reviens.
Je leur envoyais ça à la figure, les pauvres. Donc ça, c'est potentiellement un gros j'en ai marre, mais c'était pas tant un j'en ai marre, c'était un peu le contrat de, en fait, je vais me laisser une liberté, une immense liberté. Oui, parce qu'au-delà de l'esprit de contradiction, on entend aussi quand même toujours ce besoin d'être aligné à 100% avec toi-même, et de t'écouter toi d'abord. Et d'avoir une grande exigence. Et d'avoir une grande exigence envers la satisfaction que je vais trouver dans l'épanouissement professionnel, je sais pas, mais en tout cas dans le déploiement de moi-même, dans mes activités du quotidien. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup gardé, de me dire, il faut que je sois très très exigeant avec ça, parce que si je commence à trop concéder, ça va me consommer et je vais m'éteindre en tant que personne ou dans ma personnalité, et ça, c'est trop affreux. Mais ça, tu as pris conscience de ça hyper jeune, parce que ça, on l'entend plutôt vers des gens qui ont plutôt de l'ordre de 40 ans, en se disant maintenant, il faut vraiment que je m'écoute, parce que sinon, c'est parce que je me suis pas écouté que être que capable je me de sens s'écouter fané. aussi jeune, c'est assez rare. Tant mieux. Donc, j'ai tu as de la ton chance, diplôme et tu prends un billet pour la Nouvelle-Zélande. Donc, papa, maman, je m'en vais. Ah ouais, ça, c'était un grand moment, ça. Oui. J'ai pas été très tendre avec mes parents à ce moment-là. Oui. Parce que autant, c'est marrant, je m'en souviens très bien, je vous raconte la scène si c'est... Oui. Clairement, c'était ils ont une maison secondaire, on a beaucoup de chance, sur la terrasse, où là, j'explique à ma mère un peu la démarche. Mon père était pas là, et mon père arrive. Mon père, je lui dis en une phrase, vraiment en une phrase. Papa, je pars en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si je reviens. C'est un peu violent. C'est un peu violent. Le pauvre, là, franchement, mais c'était le dernier de famille qui dit, en fait, là, vous ne décidez plus, c'est moi qui décide. Ouais, je suis adulte, je vous annonce que je suis adulte. Et j'avais besoin que ce soit fort parce que, en fait, en moi, ça me faisait un peu flipper quand même. Et donc, si jamais je laissais le doute... Oui, si tu montrais que t'étais pas 100% sûr de toi, ça laissait une brèche pour te dissuader. Voilà. Et donc, je sais pas, mon père, la première réaction, c'est quel gâchis. T'as fait des super études et tout, et puis là, qu'est-ce que tu vas faire ? Donc, c'était assez intéressant. Mais le lendemain, à froid, j'ai repris un café avec mon père pour lui expliquer plus posément un peu toute la démarche, et du coup, il m'a dit, ah oui, ok, très bien. Et dans ma tête, donc j'annonçais, je prends un aller simple, je ne sais pas si je reviens, dans ma tête, je me dis, je me donne un an et je vois. Mais ça, je l'ai pas dit. Nouvelle-Zélande avec l'idée justement d'aller faire quelque chose autour des vignes. Je sais même pas s'il y a des vignes en Nouvelle-Zélande. Alors, oui, ils ont du bon vin. Ouais, ils ont du bon vin. C'était pas forcément des vignes. Alors qu'est-ce qui a conduit le choix de la Nouvelle-Zélande ? C'est l'appel de la nature que moi j'aime dans les montagnes, les forêts et les lacs. Ouais, on y revient quand même. Oui. Avec la possibilité de parler une langue que je maîtrise, l'anglais, et suffisamment loin pour que ce ne soit pas trop facile de revenir. Et que je sois vraiment déraciné complètement et que je ne connaisse rien ni personne. Ah, et tu t'es imposé quand même des choses, pas le chemin le plus facile. Non, alors peut-être pas, C'est-à-dire, je vais suffisamment loin pour que ça soit pas trop facile pour revenir. Mais c'est pas comme ça, moi, à titre personnel, je planifie les déplacements. Mais du coup, ça explique peut-être un manque de confiance personnelle en la capacité de tenir. Si j'avais été en Angleterre ou en Écosse, au moindre moment de tu dis, là, tu serais revenu tout de suite. Je prends un train et je reviens. Alors je vois pas aussi durement que toi, parce que je trouve que tu l'exprimes de façon dure. Moi, je trouve justement que tu as conscience peut-être de ce que tu ne pourrais pas réussir à faire, et tu mets en place toi-même tes stratégies pour te surpasser. Je trouve que c'est... Ouais, c'est ça. Mais c'était un peu flippant. J'ai vraiment flippé, surtout que... alors c'était intéressant. Donc ce qui était vachement bien, c'est que ça a été assez vite, et dans l'organisation, je ne veux pas le détail, mais j'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir une fois que j'avais pris la décision, parce que je finissais mon stage et quelques jours après, je m'envolais. Je remonte un petit peu, parce que tu quittes Air France. Mais pourquoi tu quittes Air France ? Parce que tu es dans le monde des avions, la planification, dans le transport. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce qui t'avait pas plu, puisque tu nous avais dit que planifier, ça te plaisait finalement. Qu'est-ce qui t'a pas plu ? Qu'est-ce qui m'a pas plu ? Eh bien, c'est la taille de la structure. Enfin, elle ne laissait pas suffisamment de place l'esprit d'entreprise personnelle. La grande entreprise. C'est de la politique. C'est fascinant dans une entreprise comme Air France, parce qu'ils ont toutes les compétences pour faire... à peu près tout en interne. Oui. Ils ont de tout. Et vraiment des gens brillants. Mais du coup, il faut pas que tu fasses le boulot des autres. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et à chaque fois que j'avais des idées de ici, non, ça c'est plutôt ce service-là. Mais il faut qu'on en parle.
pas sûr, et du coup j'étais là... Oui, très bridé, quoi. Ouais, voilà, et donc je n'arrivais pas à me déployer, même si je trouvais la raison, enfin j'aimais beaucoup la raison, et donc je pense que ma conscience écologique n'était pas tout à fait développée à ce moment-là, parce que je pensais pas forcément à la pollution des avions, mais plutôt au service qui était rendu de faire voyager et rencontrer des personnes venant de continents complètement différents. Et donc c'est ça qui m'animait. Et en revanche, c'est à l'intérieur, en voyant que je n'avais pas ma place, parce que j'ai besoin de trop de liberté. Alors j'ai été marqué dans un de mes stages, parce que c'est marrant, dans mes stages, j'ai pas tout de suite été chez Air France. Je sais pas s'ils proposaient des stages quand j'ai fait des stages de césure. J'allais plutôt regarder les autres secteurs qui pouvaient m'intéresser, un peu pour procéder par élimination, en gardant ce stage de fin d'études chez Air France, en me disant ça va être le truc super, je le garde pour la fin, le meilleur pour la fin. Résultat, je l'ai pas fait, mais il y a quand même une grande entreprise que j'ai trouvée hyper intéressante. Bon, ça, je vous raconte ça. C'était, je travaillais chez Vinci Énergie, qui avait un fonctionnement de succursale, en fait. Et donc, qui fonctionnait avec une répartition géographique et métier sur la France. Et donc, plutôt que d'avoir une énorme entité avec 10 000 personnes au siège, il y avait une multitude de petites entités de 50 à 100 personnes qui avaient leur spécialité et leur zone géographique. Donc plus d'autonomie. Donc plus d'autonomie. Et bénéficiant du réseau, de la capacité de financement. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent. Mais chez Air France, avec l'historique aussi d'Air France qu'on connaît, qui est privé, mais qui en fait, c'était une compagnie étendard, la seule compagnie française pendant un moment. Et donc là, c'est beaucoup plus politique et tout prend du temps. Et donc ça, je m'y reconnaissais pas. Et donc là, on fait appel au contrat que j'avais mis en place avec moi-même en disant, je rentre là, si je n'y plais pas, je vais explorer. Et que fais-tu en Nouvelle-Zélande du coup, est-ce que ça étanche ta soif de liberté? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et donc là-bas, je débarque avec quelques nuits dans une auberge de jeunesse. Et après, on me dit, maintenant, débrouille-toi, trouve quelque chose. Donc j'ai commencé par faire du woofing. Je ne sais pas si vous connaissez le woofing. C'est un système qui permet de dormir chez l'habitant en échange de services, qui est pas mal utilisé dans le monde agricole pour des saisonniers, et beaucoup en Australie, Nouvelle-Zélande aussi. Il y a plein de Français et d'Allemands d'ailleurs aussi, qui eux viennent après le bac, l'Abitur en allemand. Donc c'est intéressant de voir que c'est des âges différents, parce que nous on y va après les études généralement. Mais bref, donc c'est un système où il y a peu de rémunération. Il y en a qui peuvent être rémunérés, moi c'était pas rémunéré. En fait, en échange du gîte et du couvert, je donne quelques services. J'ai habité pendant quelques semaines avec des Néo-Zélandais qui vivaient en autarcie, en autonomie. Et donc ils avaient leur petit potager, leur vigne, un peu tout, et je les aidais à faire des tâches du quotidien, et je vivais avec eux. Et donc là, ça a été la découverte d'un mode de vie complètement différent. Et du coup très centré sur la nature. J'ai fait ça, j'ai été chez une autre amie. J'ai plutôt fait du woofing chez des particuliers plutôt que chez des entreprises agricoles. Et une autre famille que j'aidais aussi dans leur projet. Et donc j'ai fait ça pendant quelques semaines, et après j'ai choisi d'aller chercher un métier à Wellington, qui est la capitale néo-zélandaise, pour être barista. Je rêvais d'être barista. Je sais pas, je rêvais d'être barista, et j'ai découvert en arrivant le latte art qui depuis est arrivé en France, mais à l'époque il l'était pas du tout en France. Tu dessinais des cœurs et c'est ça. Mais en fait non, c'est ce dont je rêvais, mais en fait là-bas c'était tellement une institution que moi arrivant, même si j'avais fait des petites formations, les gens me disaient mais là t'as pas assez d'expérience. Donc non, mais dans ces recherches-là, passant Noël là-bas, c'était le premier Noël où j'étais tout seul à l'autre bout du monde, l'été en plus c'était rigolo, j'ai quand même découvert sur le marché, un vendeur de fromage français qui proposait des machines à raclette. Je me suis dit, je vais faire une machine à raclette, une raclette partie à Noël avec les étrangers que j'avais croisés à l'auberge de jeunesse, ça va être sympa pour éviter que chacun soit solo de son côté à Noël, c'est beaucoup trop triste. Et donc j'avais fait ça, et en fait en faisant ça, j'ai réalisé que le fromager qui était là, il partait et il cherchait un remplaçant pour 6 mois. Donc je me suis dit, ok, en fait... j'y vais, tant pis, je voulais être barista, mais je vais faire ça. Ouais, donc j'ai fait 6 mois à vendre du fromage qui était importé de France. C'était que du coup, c'est que la partie marché, il n'y avait pas la partie production. Ouais. Mais en fait, assez étonnamment, ces quelques semaines de woofing m'ont fait dire, en fait, j'aime bien aussi le dynamisme de la ville, et du coup, là, en fait, déjà, j'ai compris que même si ça m'attirait, j'avais plus envie d'aller travailler dans la ville, et du coup, j'ai voulu tester aussi ce petit job-là, pour toute l'effervescence qu'il y a. Et donc, ça a été un premier apprentissage.
Et donc là, pendant 6 mois, j'ai vendu du fromage français en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est extraordinaire, ça. Parce que c'est tellement exotique, on est à 25 000 km, 40 000 km, je sais plus, mais en fait, un chèvre chaud, c'est exotique. Quand tu racontes que quand tu vas à la montagne et que le soir, tu fais une raclette, on te regarde avec des grands yeux en disant, mais c'est quoi une raclette? Et du coup, pas besoin d'être trop expert en fromage, à part savoir distinguer une vache d'une brebis, d'une chèvre, ça va. C'est ok, ouais. Et ayant un bon coup de fourchette, de dire, franchement, ça, c'est bon, et puis raconter juste ces petites histoires de moi, j'aime bien l'été, dans les vacances. Le storytelling autour du fromage. Un peu de storytelling. Donc, j'ai développé mon storytelling autour du fromage. J'ai appris 2-3 anecdotes bien placées, et en fait, ça a marché trop bien, et je me suis éclaté à vendre du fromage. Donc, c'était des horaires assez difficiles, parce que le marché, c'est difficile, mais je me suis éclaté à vendre du fromage comme ça en Nouvelle-Zélande. Et alors après l'expérience fromage? Alors ça, c'était intéressant parce que donc l'expérience fromage, c'était assez dense sur quelques jours, mais ça me laissait beaucoup de temps sur les autres jours. Mais pas avec un salaire de dingue. Donc là, j'ai appris à ralentir, là où en école, j'ai fait beaucoup d'associatifs, et j'avais une deuxième vie en dehors des cours. Parfois un peu pendant les cours aussi, malheureusement. C'est peut-être ce qui a fait que j'ai redoublé. Mais du coup, j'ai appris à me poser, réfléchir et prendre le temps et faire avec peu. Donc j'avais pas beaucoup de salaire, vraiment j'avais un salaire très faible, mais du coup c'était aussi un peu l'exercice de qu'est-ce que ça fait et est-ce que je m'en sors, est-ce que je suis heureux. De quoi je peux me passer. Oui, exactement. Donc j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup réfléchi, et en fait c'était aussi une réflexion sur en fait qu'est-ce que je veux faire aussi après. Et donc ça a été un grand temps de réflexion à ce moment-là, où je pense que j'ai discerné que je voulais utiliser mon diplôme d'ingénieur, en me disant en fait il y a plein de choses extraordinaire à faire avec un diplôme d'ingénieur. L'ingénierie est magnifique, ça peut être un grand défi, mais ça peut être aussi des superbes opportunités, et de voir l'avènement du digital, on n'était pas encore à l'IA, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec l'IA, et de voir les défis même énergétiques et écologiques. Je me disais, mais en fait, si on arrive à bien utiliser l'énergie, pour ça je parlais d'énergie tout à l'heure, en fait, il y a plein de choses extra à faire, et j'ai envie de l'utiliser, ce diplôme, ce beau diplôme. Et donc là, j'ai discerné que je voulais utiliser mon diplôme. Donc là, ça faisait 9 mois que je l'avais eu, et que je l'avais surtout bien rangé dans un placard pour ne pas l'utiliser. Donc c'est le moment où tu décides de rentrer? Oui, mais alors j'avais une autre expérience de prévue après Nouvelle-Zélande, c'était d'aller en Inde, où là, c'était un peu toujours dans l'idée de se mettre des défis à soi-même. Ouais, se challenger. Parce que... Donc là, je suis allé une étape d'après dans le challenge, arriver en Inde, débarquer et dire, bon, maintenant, il faut que je trouve un truc à faire pendant quelques mois. Et donc, je suis allé faire une mission d'humanitaire pendant 3 mois en Inde, auprès des missionnaires de la charité, qui, globalement, donc c'est Mère Teresa, qui avait fondé des centres d'accueil pour les plus faibles, les rejetés de la société. Un système de caste. Et en l'occurrence, j'étais auprès de jeunes enfants handicapés qui avaient été abandonnés dans la rue par leurs parents parce que, en fait, ils n'allaient pas rapporter de sous. Et donc là, belle claque aussi, c'est aussi de se dire, je sors de mon statut de privilégié. Il y avait un peu de ça depuis le début. Et là, j'imagine, tu te dis, tout va bien dans ma vie. Moi, c'est ok. Oui. Franchement, oui. Vraiment, je vais bien. Tout est ok. Et donc ça, je l'ai fait 3 mois. Ça a été hyper dur parce que, toujours pareil, c'est genre un peu inconscient aussi dans ces moments-là. Je suis pas allé à Calcutta, qui est le centre de référence où beaucoup de volontaires vont. Je me suis dit, non, moi, je veux pas aller là où on va édulcorer le truc. Je suis allé à New Delhi, où ils avaient pas l'habitude de voir un volontaire. C'est toujours à fond. Voilà, donc c'est... quelque part, Donc j'ai bien douillé. Mais en revanche, c'est un bel apprentissage, en fait, de dire, waouh, on a de la chance. Oui, après, tu relativises beaucoup de choses. Voilà. Tu te raccroches de temps en temps à cette expérience en disant, je me rappelle-toi. Ah ouais, ça, c'est marqué à vie. De manière inconsciente même. Donc aujourd'hui, je râle beaucoup moins quand je rate un métro. Ou... En fait, c'est pas grave. Ah oui, c'est pas grave. Tout va bien. Ah oui, tout va bien, vraiment. Donc c'est une grande richesse pour ça. J'ai bien douillé, j'ai perdu 15 kilos, et je ressemblais pas à grand chose à la fin, mais j'étais allé au bout de moi, en fait, et je pense que j'avais besoin de ça. J'étais allé au bout de mon défi, de me dire, je vais aller à la rencontre, explorer, donc c'était l'avion, tout ça, un peu de cohérence, quand même. Et de voir ce que c'est que la vie ailleurs qu'en France, où il y a beaucoup de défis, mais je suis quand même rentré aussi en France en me disant, en fait, tu vas aider des personnes en Inde, mais il y en a besoin aussi en France. Oui, donc du coup, tu rentres. Du coup, je rentre. Je rentre en me disant, je veux utiliser mon diplôme d'ingénieur et je veux être entrepreneur. Et avoir quelque chose qui a du sens, quand même, dans ce que tu... Sûr. Ça me... Qui sert, en tout cas, qui a une utilité. Oui, absolument. Ok, donc tu fais pas le truc classique de je rentre d'une année de tour du monde et je balance du CV pour chercher un CDI. Si, quand même, parce que, en fait, à ce moment-là, en fait, entre la Nouvelle-Zélande et l'Inde, j'ai retrouvé un copain qui était consultant, que je voyais malheureux. Je lui ai dit, en fait, faut pas que tu restes malheureux, c'est interdit. Qui était un copain d'école, avec qui on avait fait le BDE.
qui je m'entendais super bien, et je lui ai dit, mais en fait, pars voyager 3 mois, prendre du recul et réfléchir à ce que tu veux faire. Et lui avait une idée de lancer une start-up en EdTech, technologie pour l'éducation, pour faire des classes virtuelles pour l'enseignement à distance, qui est une approche qui soit beaucoup plus participative qu'un Zoom, un Meet ou un Skype, en laissant beaucoup plus de place à la collaboration. Donc on est en 2019, je précise. Oui, on était même en 2018. Okay. À ce oui, moment-là. C'est le bon moment finalement, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore, on ne le sait pas du tout. Sauf que moi, en rentrant d'Inde, donc je rêve de faire un entrepreneuriat, sauf que je suis, en fait, j'ai plus beaucoup d'énergie physique et mentale. En fait, c'est pas le moment de te lancer en entrepreneuriat. Non. Et du coup, en fait, si je me dis, je discerne que c'est pas le moment de faire ça et qu'il faut que je trouve un métier pour en fait réapprendre à travailler à la française quelque part. Parce qu'on ayant été fromagé, puis remplumer aussi quoi. Et me remplumer aussi parce que j'ai pas une espèce de job de transition. Voilà, c'est ça. Et donc là, je suis reparti au Canada. Parce que l'opportunité... Ah oui, non mais pourquoi ? Non mais ça, c'est une vraie question. Ça a été une vraie question à un moment, ça. Parce que, en fait, on m'avait dit, tiens, regarde, ça peut être... on cherche un responsable... Trade Advisor, c'était au Canada, à Montréal, sur l'Amérique du Nord, chez Business France, qui est l'agence qui aide les PME françaises, les entreprises françaises à se développer à l'export. Et du coup, on cherche un Trade Advisor sur la partie tech en Amérique du Nord. Et là, je me dis, en fait, génial, je vais apprendre à se développer sur un nouveau marché pour des entreprises. C'est génial, c'est exactement ce qu'il me faut, parce que je vais pouvoir voir un peu les méthodes de développement marché. Les utiliser plus tard. Et du coup, pareil, là, je suis rentré avec un deal en disant, parce que t'es un poste en VIA, VIE, mais pour l'administratif, je dépendais du consulat, qui était 2 ans. D'accord. Donc là, c'était parfait. Je me suis dit, parfait, j'ai 2 ans. Je vais me former au développement d'entreprise. Et je vais en plus accompagner des entrepreneurs. Ah oui. Donc, 3 options à la fin de ces 2 ans. Soit, en fait, je reviens voir mon copain qui m'a dit, vas-y, on monte une start-up ensemble. Je lui ai dit, non, je peux pas, là, c'est pas le moment. Mais si ça marche toujours, enfin, si dans 2 ans, ça marche toujours, j'y vais. Soit je rejoins une des start-up que j'ai accompagnées, ça se fait. Soit j'ai une autre idée entre-temps et je lance un truc. Bon. Au final, c'est l'option 1 qui s'est faite. Donc j'ai fait 1 an et demi, presque 2 ans au Canada. C'est l'option 1 qui s'est faite, où je suis rejoindre mon copain. Mais toi, à ce stade, t'avais déjà une idée de business ou pas ? Non, justement. Ce qui, je pense, est assez courant, tellement l'entrepreneuriat, je le vois plutôt après coup, avait la cote. Et certainement pour des raisons similaires aux miennes, de je vais être mon propre chef, et on se fait plus l'idée du succès d'une grosse étiquette d'entreprise sur le CV, mais plutôt dire, voilà, moi j'ai monté un projet, j'ai monté une entreprise et ça a fonctionné. Donc je pense que c'est l'entrepreneuriat a beaucoup la cote encore aujourd'hui, je crois. Sans grande originalité, je pense que j'étais aussi attiré par ces choses-là, mais dans le sens où j'ai besoin de me donner à 100% pour quelque chose auquel j'adhère à 100%. Bon, ça peut que être mes trucs à moi, parce que sinon ça va être trop difficile de s'aligner à 100% avec d'autres choses. Donc, et c'est pour ça que je suis allé vers l'entrepreneuriat. Donc tu es au Canada, tu fais tes 2 ans. Ouais, Comment ça se passe ? 1 an et demi. 1 an et demi, et du coup je reste en lien avec mon copain, je suis un petit peu, et donc je vois arriver la fin des 2 ans, et je vois lui qui s'est lancé avec un autre copain, et qui progresse, mais qui manque un peu le profil commercial, parce qu'on était 3 copains d'école, ingénieurs, et donc là je me suis dit, mais génial, moi je vais pouvoir revenir avec le profil commercial que j'ai commencé à développer en vendant du fromage, puis en Amérique du Nord sur la tech, sur tout ce qui va être stratégie de développement de nouveaux marchés. Là j'ai pris plein de compétences et de méthodes. Le projet là, de classe virtuelle pour l'enseignement à distance, qui portait des valeurs d'accessibilité de l'enseignement pour aller au-delà du physique. Je ne vais pas aller trop dans le détail là-dessus, mais en fait, j'y adhérais beaucoup. Et donc, on s'est dit, c'était fin 2019, j'ai commencé à bosser un peu à cheval entre mon boulot du Canada et là. Donc, il y a un peu d'heure de décalage, mais je commençais à faire des journées à rallonge. Et puis, à un moment, j'ai dit au Canada, en fait, j'attends pas la fin, je vais y aller. J'arrête mon contrat là. Ciao. Et donc, j'ai fait ça. Et c'est lancé à ma première expérience entrepreneuriale autour des classes virtuelles pour enseignement à distance. Donc je rentre en France fin décembre 2019. Et ce que je savais pas qu'il allait arriver dessus, c'est le Covid de février-mars 2020. Et donc claque, vraiment claque. Gros claque, surtout que je rentrais en France, dans tout ça, j'ai quand même
beaucoup, enfin couper les ponts, je me suis quand même beaucoup séparé de tous mes proches, mes copains, et donc à un moment je me disais là c'est bon, j'ai arrêté, à un moment j'ai failli en rentrant de Nouvelle-Zélande et d'Inde rester, puis en fait je suis reparti au Canada, là c'est bon, je reviens, je suis content d'être en France parce que j'aime bien ma famille, mes copains, la en famille. fait zéro, Covid. Non, C'est assez intéressant. Et, Mais du coup, est-ce que le Covid a donné un gros coup de boost à la start-up qui était quand même pile dans ce dont on avait besoin à ce moment-là Non, on aurait pu croire, mais en fait, on n'était pas assez développé et robuste c'est au moment pour où être c'est arrivé, une solution qui soit suffisamment dans laquelle on puisse avoir suffisamment confiance. Et donc, ça a été un gros défi pour nous, surtout qu'on commençait sur le soutien scolaire qu'on avait pratiqué nous-mêmes, qu'on connaissait bien, qui s'est effondré tellement, en fait, on ne savait même plus si on allait passer le bac à la fin de l'année 2020. Et donc, ça a été assez intéressant, assez challengeant pour nous. C'était des beaux défis, hein. Se dire, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, on a accéléré ce que déjà on voulait envisager, de proposer l'offre, pas que pour le soutien scolaire, mais aussi pour, en fait, ce qu'on connaissait, les écoles d'ingé et de commerce, qui ont plusieurs campus, qui cherchent à développer leur offre d'apprentissage, parce que les subventions d'État baissent quand on est une école d'ingénieur, et parce que en école de commerce, la concurrence, elle est là, et c'est du privé, dans lequel on cherche toujours à pouvoir se renouveler. Et donc, connaissant bien ce monde-là des grandes écoles, puisqu'on y était passé, on a accéléré un petit peu dans ces offres-là. Et ce qui a été intéressant, c'est que du coup, le Covid, les premiers mois, ça n'a pas du tout marché pour nous, parce que tout le monde est passé sur Zoom, Meet, Skype. Pour certains, les plus originaux, on fait des Discord ou d'autres solutions. Mais tout le monde s'est vraiment cassé le nez sur ces solutions-là, pour les raisons que nous on avait identifiées, c'est-à-dire quand t'es prof face à des élèves, tu vois même pas leur tête, c'est affreux, et quand t'es élève, c'est affreux aussi. Tout le monde, je pense que tout le monde l'a vécu, je vais pas revenir dessus. Et donc là, ça a été un bon moment après pour nous, où du coup, dans le deuxième temps, ces écoles, en tout cas, ressortaient les projets de formation hybride, présentielle, distancielle, dans lequel nous, on devenait hyper pertinent sur le constat, du coup, vécu par tout le monde. En fait, le magistral à distance, c'est très difficile. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et pour autant, on a dû arrêter parce que on n'avait pas réussi à trouver d'accord avec des investisseurs pour aller suffisamment vite dans les investissements, parce que du coup, le besoin à marché des utilisateurs a explosé, et la concurrence s'est dit ok, il faut qu'on change les trucs. C'est là que les sous-salles Zoom sont apparues, c'est là que Meet a fait des espèces de pseudo-amphi où tu vois les têtes de chacun pour simuler en fait le fait qu'on est là en présentiel. Bon, nous, notre conviction, c'était, en fait, déjà de base, le cours magistral, est-ce que c'est toujours d'actualité quand on a toute l'info au bout de nos doigts sur téléphone, et est-ce que c'est pas plutôt le participatif, de dire on vous donne le cours sous vidéo, podcast, c'est vachement bien les podcasts, ou peu importe, et on en reparle et on fait des cas d'usage ensemble. Donc nous, c'était notre conviction. Et ça n'a pas marché. À la fin, à un moment, on n'arrivait pas à trouver d'accord avec les investisseurs. On avait déposé un appel à projet auprès du Premier ministre, du cabinet du Premier ministre, pour justement avoir un peu de financement. La réponse est arrivée trop tard par rapport à nous. Alors on avait gagné, c'est dommage, mais ça arrivait trop tard, parce qu'on avait déjà dit on n'en peut plus, on n'arrive pas, et on arrête. Et donc là, rechangement, ça fait beaucoup de changements dans le parcours, mais qui sont tous très riches et très cohérents. Donc l'avant-dernier changement, c'est du coup là on a décidé d'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, là tu ressors tes CV. Je ressors les CV exactement, mais surtout que mon parcours ça a été travail à l'étranger et entrepreneur en France. Donc en fait j'avais cumulé aucun droit de chômage. Oui, donc on ressort très vite ces CV. Il faut sortir très vite les CV. Il faut absolument. Manger. Voilà. Il y a un moment, c'est ça. Et donc le Covid a eu l'avantage du fait que je dépensais pas trop parce que je n'étais pas tenté de sortir avec des copains. Non. Très bel avantage pour ça. Et qu'en plus j'étais à 200% sur le projet, où j'ai vraiment expérimenté ce que c'était que de ne pas compter ses heures. Bon, c'était très riche, et du coup là je ressors les CV, et c'est là où j'ai fait ma précédente expérience, où j'ai trouvé un poste de responsable de produit, product manager sur un produit logiciel et IA. Donc là je me suis dit tiens, j'ai envie d'aller dans l'IA pour ces enjeux, tous les enjeux que ça ouvre, et d'être dans le cœur du réacteur sur les questions éthiques. Et donc je suis allé bosser dans une boîte qui est une belle boîte française, qui s'appelait Preligence, et qui s'est fait racheter par Safran pour faire Safran AI, pour développer de l'IA pour la défense. Peut-être que ça peut paraître lointain en termes d'éthique, mais l'idée était vraiment de pouvoir en fait armer
entre guillemets, d'information les décisionnaires pour que, dans un cas de conflit, on ait les meilleures décisions et qu'on fasse pas n'importe quoi. Donc toi, tu y vas dans le cadre de... Parce que ton objectif, c'est de comprendre comment ça marche ou parce que tu as... C'est de comprendre comment ça marche, et deux, d'être dans le cœur de l'acteur et de me dire, en fait, là, stop, et de pouvoir en interne dire, non, là, on dépasse les limites en termes d'IA. de déontologie, Et donc, etc. dans la boîte en particulier qui développait de l'IA sur de l'imagerie, en fait, avait posé dès le début comme limite le fait de ne pas aller sur les données individuelles des personnes. Ok, d'accord. Et donc ça, j'y adhérais. Avec l'adhésion et la reconnaissance des armées françaises, auxquelles je crois, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand on passe les concours d'ingénieur, on passe aussi les concours des armées éventuellement, et de navale. Moi, j'aime beaucoup la mer, et donc j'avais aussi passé ces concours, mais j'ai pas les bons yeux pour être marin. J'ai une vue qui voit pas assez bien en 3D visiblement. Tu n'es pas seul. Merci. Merci. Et donc, c'est là où, en fait, voyant ça, IA, armée, éthique, je me dis là, il y a un truc à aller explorer. Parce que moi, personnellement, je veux m'accrocher à une certaine éthique. Je reconnais la valeur des armées françaises pour, en fait, défendre nos intérêts et notre fonctionnement français face à des pays qui ont pas forcément la même éthique que nous. Je vais pas me développer là-dessus, on pourrait faire tout plein de podcasts aussi dessus, mais il y a une forme de reconnaissance en le professionnalisme des armées françaises dans leurs opérations. Et donc, j'étais heureux de pouvoir rejoindre cette boîte en me disant, je vais y aller, je pense qu'un jour je reviendrai à l'entrepreneuriat, mais on est au moins sur un sujet qui est innovant et qui va être utile aussi. Parce que cocorico, chauvinisme, si j'ai bossé chez Air France, Business France, je suis une petite part de chauvinisme quand même au fond de moi. Et donc, heureux de pouvoir contribuer à ça pour ne pas dépendre des renseignements américains. Je vous repasse l'épisode d'Irak, où je suis assez heureux qu'on n'y soit pas allé, nous, Français. Voilà. Et du coup, il y avait cette partie-là, donc je suis hyper heureux de faire ça. Et donc, j'ai fait 3 ans dans cette boîte, où j'ai commencé un parcours de réserviste aussi là-bas. Ok, donc tu quittes l'entrepreneuriat, tu retournes dans le monde de l'entreprise. C'est quand même un choc de culture, mais t'y vas parce que concrètement, il y a un moment, il faut manger. Ouais, c'est ça. Okay. Et de me dire, il faut que je me stabilise aussi un peu. J'ai tout donné pour l'entrepreneuriat, mais... Et à ce moment-là, tu te dis, je retournerai à l'entrepreneuriat ou c'est fini et Non, je me suis dit que j'y retournerai un jour. Ok. Qu'il y a des chances que d'ici 5-10 ans, j'y retourne. Ok. Au final, ça a été 3. Okay. Donc, Safran, ce projet-là donc, qui t'anime, et tu commences un parcours de réserviste. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est, réserviste Oui, bien sûr. Réserviste, c'est une proposition qui est faite pour que tout citoyen puisse aller travailler quelques jours au sein des armées. Je suis plus sûr qu'il y ait vraiment un minimum. Je pense qu'en dessous de 5 jours, c'est vraiment pas beaucoup, mais qui permet d'avoir une forme de contrat de travail à temps partiel avec les armées, qui, moi, en l'occurrence, m'avait été proposé d'abord par les entreprises, par mon entreprise, parce qu'elle travaillait avec les armées, et donc elle souhaitait soutenir les armées. Et donc ça, c'était en 2022 que j'ai commencé, parce que 2022, guerre en Ukraine, invasion de la Russie en Ukraine. Là, je me suis dit, waouh, c'est terrible, la guerre se rapproche. Okay. Et donc, comment est-ce que je peux participer à l'effort au cas où pour éviter que ça arrive ou pour que, dans le cas où ça arrive... Participer. Y participer. Donc ça, c'était vraiment, ça a été assez fort, moi, dans les motivations aussi, en me disant, mais ça tombe bien, j'ai des compétences qui peuvent être utiles, pas pour tenir une arme, et je ne sais pas manipuler une arme aujourd'hui. Oui, d'accord, réserviste, t'es pas forcément toi avec l'arme en première ligne, quoi. Non, ça peut être, tu utilises tes compétences. Du coup, et c'est comme ça que j'ai souhaité... D'accord. Et t'es rémunéré, tu disais, t'as un contrat. Je suis rémunéré, absolument. Okay. Je suis rémunéré, donc c'est un fonctionnement un peu particulier, où le contrat de travail auprès de l'employeur privé est suspendu le temps de ma mission en réserve. D'accord, ok. Et donc, l'avantage, c'est que je suis sur un sujet qui doit aussi se déployer dans les armées, l'IA, et que je peux apporter des compétences là-dessus. Et donc, on a pu me trouver un poste dans lequel je peux développer mes compétences civiles au sein des armées. En l'occurrence, je suis très heureux de ne pas avoir à tenir une arme. Okay. Oui, non, mais c'est important de le préciser parce qu'effectivement, moi, j'imaginais que forcément, du coup, tu étais sur le terrain. Et pas du tout. Et tu es toujours réserviste ? C'est-à-dire qu'en quittant l'entreprise, c'est un contrat en fait qui se fait indépendamment. Ok, d'accord. C'est indépendant. J'en ai parlé avec le commandant de l'unité que j'ai rejoint. Il m'a dit aucun souci.
tu peux continuer, et vraiment, ça ne changeait rien au contrat. Donc, en fait, j'ai signé un engagement de 5 ans à donner 30 jours par an à la marine. Et aujourd'hui encore, cet engagement est valable et je suis très heureux de le faire. 3 ans chez Safran. Oui, c'est ça, comment ça se passe? Alors, c'est comment ça, c'est fascinant parce que du coup, j'ai pu creuser ces sujets-là, d'IA, désormais découvrir un nouvel univers que je connaissais pas du tout et qu'on connaît assez peu, et c'est normal. Et donc ça, c'est fascinant. Et en fait, il y a eu à partir d'un moment un changement chez l'entreprise qui, en fait, n'était pas Safran avant, qui était Predigens, ouais, exactement. Et donc qui a commencé à changer de dynamique, de trajectoire pour être racheté par un grand groupe et qui a in fine été Safran. Et là, moi j'ai vu que je vous ai parlé de mon expérience chez Air France, donc je voyais aussi parce que c'était qu'un grand groupe, et je voyais que du coup la trajectoire que prenait l'entreprise, moi je m'y reconnaissais de moins en moins. Et donc le moment du rachat par Safran, en fait, a aussi été un moment de sortie pour moi, même si quelque part je me voyais faire 5-10 ans dans cette boîte, parce que le sujet est vraiment fascinant. Je le crois toujours aujourd'hui et je continue de le pratiquer, mais que 30 jours par an du coup. Mais là, en fait, de la précédente expérience entrepreneuriale, où déjà j'avais des idées, d'autres idées au-delà de classes virtuelles pour l'enseignement à distance, de l'exemple de la réserve, je me suis dit, il y a un projet que j'ai envie de creuser. En fait, vas-y maintenant, parce qu'avec le rachat, c'est un moment de sortir, même si je pensais pas du tout le faire là au début. Et donc, ça a été le moment où je me suis dit, en fait, il faut tester. Et donc, quelle a été cette idée ? En fait, déjà, avec le projet entrepreneurial EdTech, j'avais la conviction qu'on est amené à apprendre tout au long de sa vie, que c'est très enrichissant, et qu'on est amené à développer ses compétences professionnelles, voire à avoir d'autres métiers. Là, ce que j'ai vécu avec la réserve, c'est de me dire, en fait, on peut avoir 2 métiers en même temps. En fait, c'est vachement bien. C'est ça qui t'a donné Et ça m'a donné un déclic supplémentaire, parce que il y avait déjà ce terrain d'étonnement, de voir que quand, ce que je disais au tout début, quand je suis arrivé en école, de voir que, en fait, 2 personnes de la promo sur 400 savaient ce qu'ils allaient faire, que autant au début d'école, c'est pas grave, mais autant de le voir à plus 2, plus 5, et là je suis à plus 9 ans d'expérience pro, je vois trop de personnes qui s'interrogent, ce que je trouve à la fois, moi, ça me touche au cœur, en disant c'est trop dommage de ne pas être habité par ce qu'on fait, tellement j'ai été marqué positivement par les personnes qui, quel que soit leur métier d'ailleurs, si c'est pour fabriquer des poubelles, ou si c'est pour être boucher, ou pour faire de l'IA pour la défense, étaient habitées par ce qu'elles faisaient. Je trouve que c'est des personnes qui rayonnent. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Dans leur diversité, dans leur spécificité, je trouve ça extraordinaire. Et donc, de voir des personnes trop interrogées et renoncer à une part d'elles-mêmes, ça me faisait trop de peine. Et de voir certaines personnes qui se posaient des questions en se disant « Mais pourquoi ? Moi, j'aurais peut-être envie d'être boucher, parce que là, le cabinet de conseil... c'est bien, mais il me manque quelque chose. De dire, moi, je rêvais d'être enseignante, et puis on m'a dit, mais non, tu vaux mieux que ça, ma fille. Ça, je l'ai beaucoup entendu. C'est dur. Et en fait, je me suis dit, donc c'est là où c'est intéressant par rapport à la reconversion, je dis, mais pourquoi pas faire les deux ? Moi, en fait, avec la réserve, ça marche très bien. Et pour rien au monde, je serais militaire à temps plein, parce que, en fait, vous l'avez vu, j'ai besoin de liberté. Et donc, pour moi, ça ne colle pas avec les armées, mais le faire 30 jours par an, j'accepte très bien. Et donc ça, c'est un vrai choix dans lequel je suis très épanoui aujourd'hui. Une question pratico-pratique, t'as pas un salaire toute l'année, t'as le salaire qui tombe quand tu fais la mission ? Oui, absolument. Le temps que ça soit traité administrativement. Donc oui, c'est ça. Donc, par contre, oui, c'est ça. C'est pas une sécurité complètement. Non, je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui vivent du métier de réserviste. Non, il y a 2 profils de réservistes. Il y a les anciens militaires qui ont pris leur retraite et qui continuent de donner un certain nombre de jours, qui était le profil principal jusqu'à récemment. Et puis, depuis peu, l'État invite beaucoup à grossir les rangs des réservistes pour avoir un réserviste pour deux militaires d'active. Et donc, là, de plus en plus, on a des réservistes qui, comme moi, n'ont aucune expérience militaire et viennent apporter leurs compétences du civil pour les armées. Donc ça veut dire que moi, Laure, je peux demain être réserviste ? Oui, absolument. Absolument. Et ça, en fait, moi, je le fais pas pour le salaire, je le fais pour la mission de réserviste. Et parce que
en fait, j'étais très content de mon salaire, et surtout, en fait, l'entreprise qui m'avait proposé ça me disait, on te le propose ces 30 jours, sans toucher à ton salaire, sans toucher à tes congés. Ce qui est énorme. Oui. Non, mais je me demandais si ça pouvait être dans la pluriactivité un peu le filet de sécurité, mais pour le coup, c'est trop peu pour... Oui, là, absolument. C'est pas, là, je ne reste pas pour le salaire, vraiment pour le sens et parce que j'adhère à cette mission, mais en tout cas, ça te donne. Et ça me donne l'idée de me dire, on peut faire deux choses en même temps. Et en fait, c'est peut-être même très sain. Et donc, face à des personnes, face à beaucoup de diplômés que je vois travaillant dans des bureaux et qui se posent trop de questions et qui se posent la question du sens, que je trouve à la fois très triste mais très enthousiasmant vu les énergies qu'il peut y avoir, de me dire, en fait, la reconversion est certainement très risquée, en fait elle l'est d'ailleurs, et quand on regarde le nombre de reconversions, en fait il y en a beaucoup qui fonctionnent bien, et c'est génial, mais en proportion elle reste assez exceptionnelle. Oui, et puis surtout on met souvent en avant aussi des reconversions un peu, je dirais, extraordinaires. Justement, j'étais maîtresse d'école ou j'étais comptable et je suis devenue acrobate contorsionniste. En vrai, la reconversion, c'est pas toujours aussi radical. Absolument. C'est pas toujours aussi radical, et c'est pas toujours évident non plus, parce qu'on parle pas de ceux qui ont galéré et qui disent en fait ça marche pas. Oui, qui reviennent à autre chose. Et c'est un vrai risque, la reconversion. Donc, vous savez peut-être mieux que moi pour interroger cette personne, il y a un risque, et je trouve ça merveilleux, toutes ces personnes qui sont allées au-devant du risque, et pour être moi-même allé au-devant du risque, ça a été dur à des moments, mais c'est énormément d'apprentissage, et donc je trouve ça extraordinaire, mais et s'il y avait un chemin qui diminue un peu ce risque. Oui, puis qui pour le coup peut peut-être donner envie à certains comme moi qui sont hyper sécuritaires de sauter le pas parce que ça compense le risque. Peut-être, effectivement, ou simplement, et donc moi c'est la conviction que j'ai construite, c'est se dire, en fait, le faire à temps plein, peut-être qu'on en aura marre aussi et que ça va pas nous aller. Parce que, et je vois, alors c'est pas mal de côté de ceux des artistes que j'ai croisés qui me disaient, mais en fait je pourrais pas en faire mon métier parce que ça me donnerait une contrainte et qui me retirerait ce plaisir de dessiner, sculpter, et donc je ne veux pas le faire à 100%. Mais en revanche, le faire à côté en plus, j'adore, et ça me permet de m'épanouir. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les personnes qui sont passionnées de cuisine. Et qui ont dit, mais pourquoi tu te lances pas, sois traiteur, ouvre un resto. Non, mais en fait, cuisiner ça à temps pour ma famille c'est compliqué, et mes amis et les copains quand ils viennent, j'adore, je m'épanouis là-dedans. Mais ouvrir un restaurant, c'est encore autre chose. Donc, j'ai une collègue qui adore faire des projets créatifs, mais elle dit le faire en pro, non, parce qu'elle aime le faire pour les gens qu'elle aime, quoi. Et peut-être que ça doit rester comme ça, mais du coup, moi, l'invitation avec ce projet, du coup, qui fait que j'ai quitté et que j'ai voulu le creuser, c'est de dire, mais en fait, pourquoi pas le faire à 15-20% de ton temps de travail. Tu diminues d'un côté ton premier, alors je dis 15-20, c'est la première approche, mais ça peut être du moitié-moitié. En fait, on juge de comment on équilibre tout ça, et te dire, mais en fait, on n'est pas obligé de renoncer à certaines vocations, certaines aspirations pour des raisons salariales uniquement, qui sont en fait très valables, mais on pourrait avoir des métiers qui se complètent, très abstraits, très matériels, très peut-être rémunérateurs, moins rémunérateurs, très globalisés ou très localisés, et on a besoin des deux. Et donc, je ne veux pas non plus jeter la pierre sur ce qu'on appellerait aussi les bullshit jobs, parce qu'en fait, on en a besoin. C'est plus théorique, c'est plus abstrait sur des grandes chaînes de valeur aujourd'hui mondialisées. Mais juste, je comprends qu'on s'y retrouve moins, parce qu'il y a des moments où on veut voir le résultat de ce qu'on fait dans les médias. Oui, qu'on ait besoin de concret, du coup, quand on a ce type de job. Et on a besoin des deux. Et donc, plutôt que d'être hyper spécialisé et peut-être péter un plomb et hyper spécialisé ou faire des allers-retours, pourquoi pas faire un peu les deux en même temps et s'y retrouver et équilibrer ça au quotidien, entre guillemets. Alors, au quotidien, ça dépend des formats. Il y a plusieurs formats de pluriactivité. Je vais vous parler du mien, par exemple. Moi, je travaille et je vis à Paris, ce qui n'est pas le lieu de la marine. Oui. À part l'état-major, mais je ne suis pas l'état-major. Et donc, en fait, je vais une semaine tous les 2 mois. Une semaine tous les 2 mois, je descends à Toulon. Et je vais travailler pour la marine à côté de... Alors, c'est pas exactement Toulon, parce que c'est l'aéronaval et c'est à Hyères, à côté de Toulon. Et parce que mes parents ont une maison de vacances là-bas, donc j'en profite. Et donc, en fait, là, j'allie l'utile à l'agréable. J'ai de la chance, parce que mes parents ont une maison
là-bas, mais qui me permet de faire ça, et ça marche vachement bien, et ça me... déjà, dans mon précédent boulot, ça ne m'empêche pas de bien bosser à la fin de l'année, enfin d'avoir bien bossé à la fin de l'année, ou d'avoir fait beaucoup moins en fait, et ça ne m'empêche pas d'apporter de la valeur à la marine dans ce que je fais. Et donc ça, je trouve ça super, et quand on voit qu'on manque d'enseignants, que plus d'un établissement sur deux à la rentrée de septembre, il manque au moins un enseignant, et quand je vois le nombre de personnes, moi, dans mes anciens camarades de promo ou même d'école de commerce qui disent j'aimerais bien faire de l'enseignement, en fait de l'enseignement à temps partiel ça existe. Je vais prendre l'exemple du collège-lycée. Collège-lycée, on a plein de profs et on a quelques heures de cours par semaine. Alors, je vais prendre l'exemple de physique parce que c'est celui qui me parle le plus et que je connais le mieux, mais en fait physique c'est 3 heures de cours par semaine au collège. Si on compte le temps de préparation et de correction, c'est disons on double. 6 heures dans une semaine, c'est selon les semaines, ça va être moins de 20% du temps de travail. Et en fait, quand on a un métier de fonction support ou de cadre, en fait, on peut s'organiser. Oui, tout à fait. Et moi, ce que je faisais aussi, c'était à la semaine. Il y a des semaines, je suis pas en vacances, non, je suis à la réserve, je suis pas là. Très bien, peut-être tous les mercredis matins, en fait, j'ai cours de physique avec mes 5e, donc je ne suis pas là, et tout, c'est pareil, tous les jeudis après-midi. Et en fait, une fois que c'est calé, en fait, on le sait, et on avance quand même. Ça peut être aussi un moyen de tester une activité et de voir si elle te convient vraiment. Absolument. Parce que je pense aussi que parfois, dans les reconversions qui échouent, c'est aussi qu'on s'est lancé un peu sans savoir vraiment si... Oui. Et c'était un des conseils d'Asni, justement. Ouais, de tester, d'expérimenter. Tester. Ah ouais. Donc on y vient là, à la pluriactivité concrètement. Donc aujourd'hui, tu quittes Safran et qu'est-ce qui se passe après Safran ? Je veux lancer un projet pour promouvoir et faciliter la pluriactivité. Okay. Et donc je monte le projet, s'appelle maintenant Talent Vie, qui vise à accompagner les entreprises et leurs salariés à déployer la pluriactivité, qui soit vertueuse pour tous, en invitant les entreprises à offrir à leurs salariés du temps pour aller faire une deuxième activité. Et la conviction, c'est que tout le monde y gagne, via un équilibre vraiment sain pour tout le monde. Vous et moi, en tant que salariés actifs, on va pouvoir développer une deuxième passion, une deuxième activité dans laquelle on va s'éclater, qui va peut-être aussi être enrichissante pour la première, et en fait s'épanouir et être, plutôt que je vais peut-être caricaturer un petit peu, mais plutôt que de se poser trop de questions et de finir par décrocher, se désengager du travail. Et quand on regarde aujourd'hui les chiffres de l'engagement, c'est assez effrayant. Gallup republiait l'état du travail dans le monde du travail, en disant qu'il y avait une chute c'était 2 points dans l'engagement des actifs pour être à 21%. C'est dommage. Et vous l'avez vu dans la personnalité, moi j'ai besoin d'être habité. Et c'est aussi, de façon très concrète, un manque à gagner aussi pour les entreprises. Absolument. C'est très bien que les personnes désengagées sont moins productives. Voilà. Et donc c'est un peu l'approche que je voudrais avoir avec Talent Vie. Donc effectivement, en adressant aux entreprises, en disant, en répondant à cette aspiration des personnes avec qui vous travaillez, vous allez gagner un équilibre, vous allez gagner en fait en créativité, adaptabilité, même en performance, pour parler chiffres, parce qu'effectivement quand on est en entreprise, on a besoin de ça. Vous allez gagner en performance en fait, parce que vous allez avoir des personnes plus complètes, plus épanouies et plus productives. Et donc ça, j'y crois beaucoup. Et donc là aujourd'hui, le projet, c'est d'inviter la pluriactivité de manière un peu orientée, parce que voyant des secteurs en tension comme l'enseignement, comme le service à la personne, le soin, comme l'artisanat, l'agriculture, c'est terrible parce que j'entends tellement autour de moi de personnes qui aspirent à être boucher, menuisier, ébéniste, enseignant, de retourner à la terre, c'est-à-dire, mais en fait, il y en a besoin aujourd'hui. Oui, puis après, on entend des fois l'agriculteur qui peut pas partir en vacances parce qu'il trouve personne pour le remplacer. Typiquement, on pourrait avoir ce type de contrat. Exactement. Et agriculteur qui n'arrive pas à trouver la main-d'œuvre nécessaire pour, quand la saison le demande,
aller faire les côtés à remplir les pics d'activité, qui doit aller chercher en Espagne, en Roumanie, de la main-d'œuvre qui veuille bien travailler. Et ça avait été dur d'ailleurs pendant le Covid, d'un point de vue agricole, parce que la main-d'œuvre étrangère ne pouvait plus venir. Et alors qu'en fait, on est plein à vouloir revenir à ça. À vouloir revenir à ça. Mais du coup, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ce lien-là ? Ouais, c'est ça, parce que l'entreprise aujourd'hui, alors je pense que c'est un discours qu'elle commence à entendre et à intégrer, mais peut-être qu'on a encore un petit manque de maturité de sa part sur le sujet. Alors, manque de maturité, je n'irai pas jusque-là. Est-ce qu'on est prêt ? Je sais pas. Donc, aujourd'hui, je peux pas. Le projet est tout récent, donc j'ai pas encore convaincu et signé des contrats entreprises. Et mon approche, elle est justement côté entreprise, qui dans tous les cas a besoin d'être sponsor, parce que si aujourd'hui vous allez demander de passer à temps partiel, l'entreprise elle peut le refuser. Oui, tout à fait. Et donc, je l'invite à être sponsor. Et donc, moi, ça a touché, en l'occurrence, ça a été contextuel, quelque chose qui était en moi. J'avais fait les concours pour la marine. Bon, mes yeux, ça allait pas. Et même si je vous ai donné les raisons pourquoi je ne pouvais pas être militaire, mais de voir inquiet ce qui se passe aux frontières européennes, là on m'a proposé ça a fait tilt. Et de me dire, là il y a un truc intelligent et c'est vachement... Et puis ça étanche aussi un besoin, une volonté, tu vois, d'expérimenter, de faire quelque chose et de s'engager quelque part. Parce que, encore une fois, tu le dis, il y a aussi le quotidien. J'ai besoin de payer mon loyer, j'ai besoin de payer mes factures, j'ai besoin d'élever mes gamins. Néanmoins, j'ai quand même envie d'être un peu plus alignée avec ce que je suis, j'ai envie de m'engager quelque part. Est-ce que j'aurais pas une demi-journée par semaine, 2 jours par mois à consacrer à quelque chose qui va me permettre à la fois, moi, de m'épanouir, de me satisfaire, de rendre les 80% de mon travail moins désagréable parce que j'ai ce petit appel d'air. Et puis, tu disais que tout à l'heure, les entreprises étaient pas matures. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles entendent ça et c'est reconnu, ça. On sait que des salariés épanouis sont beaucoup plus productifs. Voilà, ils créent de la valeur, davantage. Et on sait que le désengagement crée un manque à gagner. Et j'y crois et ça peut passer aussi. Je suis ravi que tu y crois. Vous êtes des bons exemples, toutes les deux. Non, puis je pense qu'en plus... Oui, mais à quel prix ? Et tu vois, et c'est ça que moi que je regrette, c'est que, tu vois, moi, donc j'ai fait l'expérience de cette reconversion parce que j'ai été essoufflée d'une longue vie, je dirais, en entreprise. Et j'ai changé pourtant plusieurs fois de métier pendant ce parcours professionnel, en tout cas le début de ma carrière. J'ai changé plusieurs fois de métier parce que j'avais envie, tu vois, d'expérimenter autre chose. Et peut-être que j'aurais tenu, c'est pas très... c'est un peu péjoratif de dire ça, mais peut-être que j'aurais tenu plus longtemps si, justement, j'avais eu ponctuellement ou régulièrement ces appels d'air qui me permettaient d'expérimenter, de voir et puis découvrir autre chose. Parce que de se dire qu'on commence dans un métier, on finit dans un métier, voire une entreprise, un métier, ça correspond plus au schéma d'aujourd'hui, ça correspond plus à l'ouverture qu'on a sur le monde. Et ce que veulent les gens. Donc oui, j'y crois. Oui, puis je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure en discutant hors micro. Je pense qu'effectivement, pour la jeune génération qui se lasse vite et qui a vraiment besoin de sens, avoir plusieurs métiers mais même en même temps, des générations plus matures qui ont besoin d'être aussi en transmission, tu vois, d'expertise, de savoir, parce que tu vois, les agriculteurs, on a besoin de manger, et sauf erreur, s'ils sont pas là, on mange pas. Et pourtant, il y a moins en moins de gens qui se lancent dedans, et pourtant, on entend de plus en plus de gens qui aimeraient revenir à la terre. Il y a un moment, pour concilier ça, va falloir qu'on trouve des solutions, quoi. Et ça, c'est exactement ça. C'est exactement le cheminement, absolument. Et alors, tu parles de lassitude ou de tenir. La conviction, c'est aussi qu'on reste, qu'on adhère quand même à son premier métier. Si on est dégoûté de son premier métier, en fait, faut prendre une bulle d'air. Faut y arriver. Justement, faut se lancer avant de ne plus en pouvoir. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est même dès au-delà de ça, ou peut-être pour prévenir la lassitude, ou pour maintenir cet équilibre avant que ça nous ronge. Et qu'on décroche complètement, de se dire, en fait, oui, je reconnais la valeur de ce que je fais aujourd'hui, disons chez Safran, mais il me manque quand même, il y a toute cette anxiété écologique, économique, en fait, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que Safran... Oui, bon... tiens, pourquoi je n'irais pas faire ça aussi ? Et je réponds à ces deux appels-là. Parce qu'aussi, on peut avoir plusieurs aspirations, aimer plusieurs choses. Et qu'on change aussi en fonction de quand on avance dans la vie, quoi. Et tu accompagnes aussi les salariés, non ? Absolument. Et du coup, c'est pour ça, c'est entreprises et salariés. Et donc, d'abord les entreprises, pour les convaincre
que c'est vertueux pour elle aussi, aussi pour l'organiser correctement, parce que un peu comme on l'a vu avec le télétravail, si tout le monde a des agendas à trous, quand est-ce qu'on réunit tout le monde ? Bon, il faut peut-être un peu le coordonner en disant cette équipe, mais ce qui s'est fait avec le télétravail vachement bien. Puis après, tel service, telle équipe, vous êtes là 2 jours. Un jour par semaine, effectivement, il y a des missions où ça peut être peut-être pour l'agriculture, c'est plus je vais partir. C'est annuel, absolument. Voilà. Et donc, à partir de là, s'ouvre plein de questions. Comment j'identifie, comment je l'organise, comment je me forme, parce que qui dit deuxième métier, dit en fait, ça ne s'improvise pas. Comment je me forme, comment vivre les 2 contrats de travail, ça veut dire quoi pour ma retraite, mon chômage, si j'ai un accident pour l'un ou pour l'autre. Et donc, c'est là où l'objectif avec Talent Vie, c'est d'apporter des réponses à toutes ces questions et d'être facilitateur, parce que et donc orienté en commençant par ces secteurs-là que je vous ai cités, parce que en fait des établissements scolaires, on en a, c'est pas une surprise, partout en France. Culture agricole ou des élevages, il y en a aussi partout en France. Alors en Ile-de-France, il faut peut-être aller un peu plus loin, parce que c'est pas au cœur de Paris qu'on va trouver un champ, mais il y en a un peu partout aussi. Et l'artisanat de proximité, on regrette que ça ferme au profit des grandes surfaces, il y a aussi peut-être là un levier pour permettre que cet artisanat survive ou voire se redéveloppe. Et donc ça, c'est la conviction du projet qu'on gagne à avoir cet équilibre-là. Ouais. Absolument. Et que l'entreprise, et donc peut-être on peut revenir aussi là-dessus, que l'entreprise, elle va vraiment y gagner, et d'autant plus là, c'est tellement incertain, l'avenir est tellement incertain pour une entreprise. On vient de se prendre il y a 2 mois la question des tarifs douaniers américains qui bouleversent tout. Comment on réagit face à ça quand on a un monde du travail qui est moins prédictible, où on est plus vulnérable? Eh bien, je crois que c'est aussi en comptant sur la capacité de créativité, d'adaptabilité et d'agilité des personnes qui font l'entreprise qu'on va y arriver. Ça tombe bien, parce que la pluriactivité, ça va être des compétences qu'on développe en fait intrinsèquement, parce qu'on sort de sa zone de confort, on va voir autre chose, et on peut faire des liens qui peuvent être intéressants pour l'entreprise. Ouais, et puis on maintient son employabilité, et on emploie absolument, et son bien-être, puisque la performance est dans le bien-être. Voilà, et donc c'est le défi aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre les entreprises de déployer ça, et c'est vraiment ce à quoi je m'attache aujourd'hui. J'ai pas encore signé, mais ce qui est intéressant, c'est du coup j'ai pu rencontrer des directions d'entreprise qui en fait sont assez ouvertes à ce message, et qui le reçoivent très bien, parce qu'elles constatent, la difficulté de plus en plus grande à attirer les talents, les jeunes générations, à les fidéliser et à les garder engagés. Et bien là, il y a un moyen, on pourrait se dire, tiens, on va les distraire en allant faire autre chose. En fait, oui, mais quand elles reviennent, elles sont là à 100%. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif du projet, aussi de dire, quand vous êtes enseignant, c'est super, vous êtes enseignant, mais quand vous revenez au boulot, on a besoin de vous à 100% aussi au boulot. Donc, après, je pense que l'enjeu est plus côté entreprise, parce que trouver après les salariés volontaires, là, je pense qu'il n'y a pas de suite. Et je pense que dans les gens qui nous écoutent, il y a plein de gens qui seront super intéressés par cette piste-là aussi. Mais l'entreprise a besoin d'être sponsor, en tous les cas, pour bien coordonner tout ça. C'est pour ça que là, l'approche du projet, peut-être que ça va changer, si je vois des murs, trop de murs, mais ils sont assez ouverts. Et d'ailleurs, ça rejoint une autre initiative. En fait, déjà, ça s'inspire de la réserve. Concrètement, c'est juste que c'est pas pour faire les armées, c'est pour faire autre chose. Alors, peut-être qu'on aura une réserve d'enseignants, une réserve d'agriculteurs, une réserve d'artisans. Moi, j'en rêve. Donc les entreprises, elles cheminent. Le mécénat de compétences, ça s'inspire beaucoup du mécénat de compétences aussi. En fait, se déploie aussi pour aller soutenir les associations et avoir un impact localement. Ce qui est dommage avec le mécénat de compétences, c'est que c'est uniquement pour les associations qui sont indispensables, et pour être aussi assez engagé bénévolement en associatif, je vois ce que c'est, mais qui viennent faire du palliatif à quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc moi, l'invitation, c'est plutôt d'aller donner des cours de soutien scolaire et dire, en fait, on a besoin de profs. Avant le soutien scolaire. Le vrai pas de dégager une journée par-ci par-là pour faire de l'associatif. Et dernière initiative que je regarde aussi avec intérêt, c'est les expérimentations de semaines de 4 jours. Ça y ressemble un peu dans la dynamique, c'est donner plus d'équilibre pour être plus efficace sur 4 jours et peut-être arriver à faire ce qu'on faisait en 5 mais en 4. Il y a une ligne de crête entre temps plein dissimulé mais qui mérite d'être accompagné, et pour l'avoir fait personnellement, c'est là aussi où je vois la valeur de Talent Vie. On va vous accompagner à mettre ça en place pour que on tombe pas dans ces déboires, dans ces travers qui risquent de tout foutre par terre. Ouais, de préserver le bien-être des gens. C'est quand même un peu l'objectif. De toute façon, on mettra le lien du site dans le descriptif de l'épisode, bien évidemment, pour
pour que les gens puissent te contacter, entreprise comme salarié. Ah oui, ceux qui aspirent, ceux qui sont déjà plus réactifs, je suis très très preneur parce que le projet se lance et a besoin de tous les retours d'expérience, toutes les compréhensions pour réussir. Et puis je pense que dans quelques mois, on fera un petit update pour que tu nous dises où tu en es. J'espère, avec joie. Donc voilà, on se posait une question du coup quand tu es venu, c'est est-ce que tu considères que du coup ton parcours est une reconversion ou pas ? Plutôt non. Je pense que c'est une multitude de passages qui forment une continuité. Et donc, est-ce que c'est une reconversion ? Non, je crois. Aujourd'hui, j'utilise toutes les expériences de mon parcours, sans exception. Est-ce que ça a été des moments que j'en ai marre à chaque fois ? Peut-être sur certains aspects. En tout cas, il a surtout été dicté par l'exigence de pouvoir me déployer complètement et de me retrouver complètement dans l'activité que je fais au quotidien. Donc, j'estime pas que c'est une reconversion, j'estime que c'est cette recherche d'exigence qui est pas une ligne droite, mais qui va avoir ses virages, mais qui fait qu'à la fin je suis là et peut-être que dans quelques années je serai encore ailleurs, on verra. Mais toujours dans la même continuité. Oui. Et pour finir, Luc, si tu avais un conseil à donner, une ressource à partager ? C'est une belle question. Un conseil à donner, c'est de bien... Alors je pense que oui, je vais rester dans le bien s'écouter et rester exigeant envers ce à quoi on aspire, parce que c'est là qu'on devient très bon, quand on a réussi à identifier cette zone où on arrive à se déployer. En fait, c'est là qu'on est naturellement bon. Moi, c'est ce qui m'inspire chez les gens, quel que soit leur parcours, de voir qu'ils s'éclatent. Et donc, c'est de vraiment chercher ce point où, en tout cas, cette manière de s'éclater, c'est pas forcément via un seul métier, oui, absolument. Forcément, ça peut être via une pluralité d'activités. Et c'est d'ailleurs un conseil qu'on m'avait donné un auteur qui a écrit le bouquin Range, qui disait les généralistes triomphent sur les spécialistes. Ouais. Donc c'est peut-être aussi un conseil de lecture. J'ai lu en anglais, je sais pas s'il a été traduit en français, mais l'auteur avait fait une dédicace en disant continue de chercher ce qui te motive et ce qui va t'épanouir, même si le chemin est long, vraiment ça en vaut la peine. Parce que lui, il avait mis quelques années avant d'arriver là où il était. Et une fois qu'il est arrivé... C'est un très beau conseil. Et après, moi, je suis assez admirative à ton jeune âge par cette connaissance de toi-même que parfois on met des années à acquérir et cette volonté, tout le temps, cette détermination à rester fidèle à toi-même et à toujours chercher le sens et être aligné. Exigeant avec ce qui t'anime. Donc, franchement, bravo. Je souhaite à chacun de le trouver. Je souhaite à chacun également aussi de trouver, en tout cas, l'espace dans lequel on peut se déployer. Ouais, et ça prend le temps que ça prend, c'est pas grave. Absolument, j'ai 34 ans, et il y a plein de gens qui ont beaucoup mieux réussi que moi à 34 ans, c'est pas grave. C'est un autre sujet encore, qu'est-ce que c'est la réussite, mais en tout cas, tu as l'air heureux. Ouais, je suis très, très heureux, oui. Merci. Merci beaucoup. Tous nos vœux de réussite à Talent. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre invitation et ces beaux échanges. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment autant que nous. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser une note positive et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et parlez-en autour de vous. Et si vous souhaitez partager votre histoire de reconversion, écrivez-nous. Merci pour votre écoute. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.